Bonjour, merci, merci d'être là. J'aimerais commencer en disant que nous soulignons que les terres sur lesquelles nous nous trouvons actuellement font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Guénaga, une nation Mohawk. Nous honorons, respectons, reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Alors, cette rencontre aujourd'hui sur les questions très intéressantes et délicates de l'appropriation artistique et par extension de l'appropriation culturelle nous préoccupe beaucoup. Pour ceux qui connaissent déjà la revue S, vous savez qu'on a un intérêt particulier pour toute forme d'engagement social et politique, notamment à travers des dossiers que nous avons publiés comme le dossier religion, le dossier démocratie, le dossier géopolitique, le dossier sur les féminismes et les pratiques LGBTQ+. Donc, je vais commencer directement en vous présentant nos panélistes et ensuite je laisserai la parole à Jean-Philippe. Alors, nous avons avec nous Madame Joanne Lamoureux, qui est professeure au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Elle est aussi, j'ai un petit ajout, elle a aussi été directrice du département des études de la recherche à l'Institut national de l'histoire de l'art à Paris. Ses travaux sur l'art moderne réfléchissent notamment sur le rôle emblématique de la viande et sur le dispositif de l'abattoir dans la production culturelle depuis le milieu du 19e siècle. Les retombées de ces travaux infléchissent son approche des théories et des méthodes de l'histoire de l'art et nourrissent l'impact que peut avoir sur une discipline qui se veut humaniste, l'émergence motivée par des questions éthiques d'un humanisme décentré. Stéphane Martelly est professeur affilié en recherche-création au département de théâtre de l'Université Concordia, et coordonnatrice principale et médiatrice communautaire au Centre d'histoire orale et de récits numérisés. Elle est également écrivaine, peintre et chercheur. Par une approche transdisciplinaire qui fait se confronter théorie, réflexion critique et création, elle poursuit une démarche réflexive sur la littérature haïtienne contemporaine, sur la création, sur les marginalités littéraires ainsi que sur les limites de l'interprétation. Caroline Monet est une artiste multidisciplinaire. Après des études en sociologie et en communication, elle poursuit une carrière en art visuel et cinéma. En 2016, elle a été sélectionnée pour la résidence de la Ciné-Fondation du Festival de Cannes à Paris. Ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques et privées et ont été présentées au Canada et sur la scène internationale, notamment au Palais de Tokyo de Paris, au Haus der Kulturen à Berlin et à l'Arsenal Contemporary à New York. Cette année, elle fera partie de la Biennale du Whitney Museum à New York et de la Biennale de Toronto. Ce panel sera animé par Jean-Philippe Uzel, qui est professeur d'histoire de l'art à l'UQAM et membre du pôle montréalais du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones. Son champ d'expertise porte sur l'histoire et la théorie de l'art moderne et contemporain, et plus particulièrement sur les rapports entre l'art et la politique, et le politique. C'est sous cet angle qu'il s'intéresse depuis près d'une vingtaine d'années à l'art contemporain autochtone d'Amérique du Nord. Il a publié de nombreux textes sur des artistes contemporains autochtones dans des revues et des ouvrages collectifs. Il vient de diriger notamment un débat consacré à la place du potlatch dans l'histoire de l'art dans le dernier numéro de la revue française Perspective et participera également au prochain numéro de la revue S sur les différentes formes d'appropriation artistique et culturelle à paraître en septembre prochain. Je te laisse la parole. Merci Jean-Philippe. Bon panel. Merci Sylvaine, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remercier également les trois intervenantes, Stéphane, Caroline et Joanne, d'avoir participé à cette table ronde. Ça va être une vraie table ronde parce qu'on n'a pas discuté auparavant. Et puis c'est vrai que le sujet de l'appropriation est un peu glissant.
Donc, merci de vous exposer dans tous les sens du terme et de prendre part à cette discussion. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour essayer de contextualiser un petit peu cette table ronde qui s'intitule « L'appropriation artistique aujourd'hui ». On pourrait se poser la question, finalement, pourquoi parler d'appropriation artistique alors que tout le monde parle d'appropriation culturelle, c'est sur toutes les lèvres, etc. Et on pourrait penser que ce thème est un petit peu étrange, voire même suspect. On pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas là un agenda caché, finalement? Et est-ce que ce n'est pas l'appropriation artistique? Est-ce que ce n'est pas, finalement, une version soft pour décrire l'appropriation culturelle? Et est-ce que ça ne chercherait pas, in fine, à justifier l'appropriation culturelle? On peut également penser, de façon légitime, que l'appropriation artistique serait une façon de noyer le poisson un petit peu, et d'éviter de prendre position dans un débat qui est souvent passionnel, où finalement il n'y a pas de lieu neutre et où on est obligé de s'engager. Et c'est vrai que ça nous met mal à l'aise toujours de s'engager. Alors, pour répondre à ces doutes qui sont légitimes, j'aimerais dire que cette table ronde, les causes et les raisons d'être de cette table ronde sont à la fois plus simples et peut-être plus complexes. Pourquoi plus simple? Parce que cette table part d'un constat que chaque personne qui a un tant soit peu versé dans les questions d'art visuel aura fait. C'est que le mot appropriation est devenu un mot chargé, un mot qu'on a du mal à employer. Pourquoi? Parce qu'il est symboliquement, politiquement extrêmement lourd depuis tous ces débats qui ont quelques années et qui touchent l'appropriation culturelle. Alors peut-être dire aussi que l'appropriation culturelle, on en a beaucoup parlé dans le domaine du théâtre, mais il y a également de nombreux cas dans le domaine des arts visuels, aussi bien en Amérique du Nord qu'au Canada. Bon, on pourra les évoquer plus tard, peut-être dans la discussion, mais le cas de Dana Schutz, de Sam Durant à Minneapolis en 2017, ici au Québec, plus près de nous. Bon, on a beaucoup parlé du film de Dominique Gagnon, Of the North, qui a été taxé justement, qui a fait l'objet d'une grosse polémique sur ces questions. Mais à l'Ouest également, il y a eu plusieurs cas dont on a parlé d'appropriation, entre autres, de l'art formline de la côte Ouest. Donc ces débats sur l'appropriation culturelle sont aussi virulents dans le domaine des arts visuels. Et finalement, on s'aperçoit que dans tous ces débats, l'appropriation artistique est peut-être une sorte de victime collatérale, puisque personne, justement, ose plus en parler. Et je trouve que c'est dommage. Pourquoi? Parce que la technique de l'appropriation artistique, ou ce qu'on appelle aussi l'art d'appropriation, a irrigué tout l'art moderne, l'art contemporain, et même également l'art actuel. Et j'ai essayé, dans un petit survol très rapide, de rendre compte de cette histoire dans le catalogue de la foire papier. Voilà, donc je trouve que c'est dommage de ne plus parler de ces pratiques qui sont extrêmement importantes pour comprendre la création actuelle. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième raison à l'existence de cette table ronde, une raison là peut-être qui renvoie à des questions plus complexes que celles qu'on a pu lire dans la presse ces derniers mois. J'ai remarqué en effet que les personnes qui se portaient la plupart du temps à la défense des artistes qui étaient taxés d'appropriation culturelle entretenaient plus ou moins volontairement une sorte de confusion d'ordre esthétique sur l'appropriation, en essayant d'accréditer l'idée que finalement l'appropriation est au cœur de la création depuis toujours, donc il n'y a rien à voir, et finalement que ce débat serait un faux débat. Et ces gens donc, qui se sont portés à la défense des artistes taxés d'appropriation culturelle avaient un discours apparemment simple. Ils disaient à leur adversaire, finalement, en des termes parfois un peu verts, ils disaient « Mais qui sont ces béotiens de la culture? Qui sont ces ignorants qui accusent tel ou tel grand artiste d'appropriation culturelle? Ne savent-ils pas finalement que tout art et appropriation culturelle ?» Et puis là, on a eu une sorte de name-dropping de tous les grands noms de la culture occidentale. Alors c'est parti avec Shakespeare qui a écrit Hamlet, Flaubert qui a écrit Salammbô, Puccini qui a composé Madame Butterfly. Bon, dans le domaine des arts visuels, c'est Ingres, Rapin des bains turcs, Gauguin des vins innés, et j'en passe et j'en passe. Voilà. Et l'idée, finalement, c'était de diluer ce concept d'appropriation
qui finalement était devenu un synonyme de création. Et là aussi, je pense qu'il y a un problème, et précisément ce problème ressort bien lorsqu'on s'intéresse à l'appropriation artistique entendue au sens technique. Donc au sens où on l'a défini entre autres dans les années 1980 avec des gens comme Jeff Koons, Richard Prince, Sherry Levin, etc. Ce qui est intéressant chez tous ces artistes appropriationnistes, c'est qu'ils finalement ils assument la dimension subversive de leurs gestes. Ils acceptent il dit qu'ils s'approprient quelque chose qui ne leur appartient pas. Généralement une image faite par un autre artiste ou par un publicitaire, un designer, et ils assument les conséquences souvent légales de ce geste violent. Or, lorsqu'on regarde du côté des artistes qui sont taxés, eux, d'appropriation culturelle, c'est que les conséquences de leurs gestes ne sont absolument pas assumées. Et au contraire, tous les artistes, et on pourrait mentionner les noms que j'ai donnés dans les arts visuels, en fait affirment qu'ils sont les alliés des cultures qu'ils représentent ou qu'ils mettent en scène, et ils ne supportent absolument pas justement qu'on les taxe d'être racistes ou colonialistes, etc. C'est quelque chose qui leur est insupportable, et c'est là où ils crient à l'injustice et à la censure. Donc voilà, je trouve que ce contraste est très intéressant, et j'aimerais peut-être lancer le débat sur ces artistes appropriationnistes très critiques qui assument leurs gestes transgressifs, et de l'autre côté, des artistes qui adoptent un profil éthique en se présentant comme les alliés des cultures qu'ils mettent en scène, même lorsque les membres de ces cultures minoritaires les contredisent. Et je trouve ça assez fascinant. Alors voilà, je lance cette idée. Je ne sais pas qui aimerait rebondir entre vous là-dessus, Joanne ou Stéphane. Non, on n'a pas préparé d'ordre, c'est très ouvert. Stéphane, allez-y. Je pourrais rebondir tout de suite parce que j'étais de celles qui pensaient qu'il y avait l'hypothèse de noyer le poisson dans l'eau. Je me demandais... Vous avez quand même accepté de participer, oui. Je me demandais quelle était la pertinence d'associer finalement ces deux notions qui me semblent assez écartées l'une de l'autre. Mais je trouve qu'en même temps, c'est intéressant de les rapprocher précisément par rapport à la fin de votre présentation. Cette idée, justement, d'associer toute création à de l'appropriation évacue précisément le caractère violent et subversif de gens qui se réclament de l'appropriationnisme, qui vraiment décident de signer finalement quasiment une œuvre qui ne leur appartient pas. Cet aspect-là, il est parfaitement... C'est-à-dire, il est voulu. Ça fait partie du jeu. Il est tout à fait assumé. Donc oui, je pourrais rebondir par rapport à cela. Et j'aimerais proposer, parce que c'est ça que j'avais préparé comme note, une définition de l'appropriation culturelle, peut-être. Oui, tout à fait, je ne l'ai pas fait. Et à ce moment-là, on pourrait commencer à en parler. Ça fait quelques fois maintenant que je suis invitée à discuter de l'appropriation culturelle. Souvent, évidemment, récemment dans le domaine plus théâtral, mais c'est une notion intéressante pour moi à aborder, précisément parce que j'aime en parler du point de vue de la création, plutôt que d'en parler d'un point de vue directement politique. Et je suis toujours, au début, j'étais toujours un peu mitigée, parce que, comme moi, je viens de la littérature caribéenne, et que la culture caribéenne, précisément, c'est le décloisonnement entre plusieurs cultures qui se sont mélangées et rencontrées dans une certaine violence, c'est vrai, mais quand même, qui ne permet pas, si on veut, de situer très précisément les éléments, qu'il y a ce mélange des cultures dans la culture caribéenne. Je ne crois pas donc qu'il y ait cette idée qu'on a beaucoup lancée, qu'on peut comprendre la limite de la culture de manière permanente. Voilà, donc cette idée de la culture comme propriété, comme ayant un vrai et unique légitime propriétaire. Mais précisément pour moi, l'appropriation culturelle, ce n'est pas cela. Ce n'est pas le changement de propriétaire d'un objet qui aurait déjà un propriétaire. C'est vraiment le devenir, la transformation de la culture qui était auparavant libre de circuler, de la transformer en un objet.
un objet consommable, vendable, reproductible. Voilà. Et donc, pour moi, il s'agit vraiment d'une réification de l'objet culturel. Donc, l'appropriation culturelle, pour moi, se joue parce qu'un trait, une pratique, un objet culturel sont repris dans un geste qui les décontextualise au lieu de les complexifier, qui les simplifie au lieu de les enrichir. Donc, c'est un geste de pouvoir, finalement. Et là, je peux reprendre très vite un théoricien de la Caraïbe qui est Édouard Glissant, qui justement définissait le geste de comprendre comme un geste violent. Il remontait à la racine étymologique du mot comprendre. Et ça encore, on a beaucoup entendu l'argument éthique, non, mais je veux défendre un tel ou un tel, de tel ou tel groupe. Eh bien, Glissant disait précisément qu'il y a une violence dans le geste de comprendre, parce que comprendere, c'est prendre avec soi, c'est ramener l'autre à soi et donc le réduire à son identité. Et donc, je voulais réactiver cette idée de violence de prendre avec soi, parce que dans le geste appropriatif, il y a deux choses. Il y a une désacralisation de l'objet, une décontextualisation de l'objet qui avait beaucoup de ramifications et beaucoup de niveaux de signification, qui est simplifiée et ramenée à une seule chose. Donc, je pourrais proposer cette première définition. Et donc, l'acte de pouvoir est intrinsèquement lié à la notion même d'appropriation culturelle. Il n'y a pas d'appropriation culturelle juste parce qu'il y a une sorte de jeu de chaises musicale de l'identité. Il y a appropriation parce qu'il y a un geste violent qui est fait même dans l'acte de prendre quelque chose de l'autre, de le simplifier et de le ramener à soi. La notion de décontextualisation décontextualisation qui est très violente. Caroline, tu aimerais... Je voudrais rajouter que l'appropriation, c'est aussi l'acte de prendre pour acquis. Donc, c'est impossible d'avoir un dialogue. Il y a un blocage total s'il y a une personne qui prend pour acquis par rapport à l'autre. C'est souvent plus facile de jouer l'ignorant et de ne pas demander permission et de se faire chicaner après et de s'excuser après les faits, plutôt que de vraiment faire l'effort de demander permission et de faire le travail de connaissance, qui est beaucoup plus difficile. C'est plus facile, en fait, de s'excuser que d'aller vers l'autre et de s'informer. C'est comme quand on était adolescent, qu'on voulait faire la fête chez nos parents, on ne demandait pas permission. On allait se faire chicaner après, mais au moins on l'avait fait. Merci pour l'image. J'aimerais... J'en ai... Est-ce qu'il est... Oui, il est ouvert. Alors, j'ai été ravie de l'invitation quand Jean-Philippe m'a contactée. Et tout de suite, j'ai vu la pertinence de discuter de l'appropriation artistique au moment où, même pas son sens, mais sa valeur est remise en cause par l'appropriation culturelle et les controverses récentes sur l'appropriation culturelle. Et j'ai eu le sentiment d'un terrible paradoxe là-dedans, dans le désir qu'on a de défendre ce qu'a été l'appropriation artistique. C'est comme si on accusait l'appropriation culturelle de s'être approprié le terme d'appropriation. Et donc, il y a une espèce de redoublement. Et il y a un fond d'historien de l'art qui dit oui, mais c'est pas ça, l'appropriation. L'appropriation, c'est autre chose, comme si on détenait avec l'art d'appropriation, le monopole du terme qu'on allait verrouiller à jamais. Et donc ça, dans un premier temps, ça m'a beaucoup intéressée. Ça m'a permis aussi, en réfléchissant, de reconsidérer différents angles d'approche sur la question de l'appropriation et de l'appropriation artistique. Cette fois-là, j'en viendrai à l'appropriation culturelle, que j'ai eue à travers les divers chapeaux qu'on occupe tous dans la job qu'on fait, à savoir... Mets ton micro un peu plus près. Oui, à savoir, comme historienne de l'art, évidemment, il y a un premier moment d'appropriation avec la formation des avant-gardes, où on s'approprie des fragments de réel, par exemple dans les pratiques Dada, ou des formes venues d'ailleurs. Et c'est clair que si on a salué ces actes-là et que rétrospectivement, on les a qualifiés d'appropriation, c'est parce qu'on considérait que la fin justifiait les moyens. Et que dans ce contexte-là, la fin, c'était
c'était, par exemple, d'avoir un outil avec les collages dadaïstes qui fasse entrer le réel dans l'œuvre. C'était, avec ces fragments de réel, de remettre en cause l'autarcie et l'autoréférentialité du monde de l'art. Et donc, c'était une ouverture. Comme critique d'art, qui a commencé à faire de la critique d'art et qui a arrêté d'ailleurs à la fin de la décennie, qui a été une critique d'art pendant les années 80, je peux dire que j'ai été critique d'art au moment de triomphe de l'appropriation, et ça a été probablement le mode d'appropriation artistique le plus radical, total. Je pense aux images que Sherry Levine a refait de Walker Evans, complètement à l'identique, mais aussi tous ces objets. Ça a été un regard critique, un retour critique sur la notion de ready-made, et on a vu des tas d'objets appropriés. Puis encore là, la fin justifie les moyens, parce que ce qui apparaît comme la nouvelle visée critique animant ces démarches-là, c'est l'attaque du formalisme américain, de l'historicisme du formalisme américain, qui fétichise les premières fois. Premier A, premier A, premier A, et qui crée, qui fabrique du génie avec ces premières fois. Et donc, c'est à la fois une attaque contre l'historicisme, la manière de dire, vous comprenez ça seulement si vous savez que c'est une réponse à ça, qui est une réponse à ça, qui est une réponse à ça, qui est une réponse à ça, et que la personne qui a pensé à cette dernière réponse-là, ben, il n'y a pas d'autre explication, c'est vraiment un génie, et là se construit la singularité artistique. Ça, subitement, avec cette critique du postmodernisme et cette appropriation postmoderne, était remise en cause. Et l'appropriation artistique, c'est une vieille chose, il l'a dit, mais une vieille chose dans le monde même des arts visuels qui a, il y a déjà plusieurs décennies, pris le tournant de l'appropriation culturelle. Et là, je mettrai mon chapeau de commissaire. Comme commissaire, j'ai été invitée en 2003 à collaborer, à faire le scénario d'une exposition sur Émilie Carr. Tout le monde était sur le qui-vive, et on est en 2003. Tous les musées partenaires étaient sur le qui-vive parce qu'on savait qu'il y avait déjà eu une grande rétrospective en 1990 et que la commissaire Doris Chatbolt, qui en était à sa deuxième grande rétrospective sur Émilie Carr, s'était fait carrément dire que c'était plus acceptable de faire d'Émilie Carr quelqu'un qui était simplement, qui avait amené la modernité au Canada et d'oublier qu'elle le faisait avec des matotémiques, d'oublier qu'elle en changeait le sens. Et donc, on a été très, très vigilants dès le départ sur ces questions-là. Et j'ai vu que des musées avaient déjà mis au point des manières de travailler. Puis là, on est il y a 15 ans, d'où ma surprise de voir le milieu du théâtre complètement décontenancé par ce qui arrive, parce qu'il y a 15 ans, le Musée des beaux-arts du Canada, pour tenir une rétrospective Émilie Carr, a joué avec la programmation. Ils ont commencé la saison en programmant Norval Morisseau. Hein? Donc déjà, Émilie Carr venait en deuxième, ce qui est Ils se sont permis de le faire parce que, après avoir consulté des commissaires indépendants autochtones, pour voir si certaines des initiatives de l'exposition apparaissaient acceptables. Et ils ont pu le faire, et on a pu le faire sans qu'il y ait de controverse majeure, parce que, suite aux initiatives de Diana Nemiroff, les axes de collectionnement, la collection d'art contemporain du musée avait déjà commencé à intégrer des œuvres d'art. Donc, tout ça donne un peu les chapeaux à partir desquels la question de l'appropriation artistique et de l'appropriation culturelle se recroisent dans le monde des arts visuels. Mais il m'apparaît que, à la lumière des controverses récentes qui ont eu lieu au théâtre et qui, moi, m'ont beaucoup surprise, un des problèmes qu'on rencontre, c'est que quand nous parlons d'appropriation culturelle, nous ne parlons pas vraiment d'appropriation de contenu, ce qui est le cas dans à peu près tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il y a eu des remarques célèbres qui ont beaucoup circulé à la radio où on pourrait penser que c'était... Je me rappelle d'un témoignage entendu au hasard dans la voiture d'une représentante autochtone qui disait on a commencé par nous prendre nos terres, on nous a arraché les enfants, on nous a pris notre langue et maintenant on veut notre histoire autour de Kanata. Donc là, on est dans le dernier contenu.
Mais en réalité, je ne pense pas que vraiment l'enjeu de l'appropriation culturelle, contrairement à celui de l'appropriation artistique, relève d'une appropriation des contenus que des fins supérieures justifieraient. Je pense que le vrai enjeu, c'est que on est dans la dénonciation d'une usurpation des places, plus que des contenus. Quelqu'un parle à ma place. Et ce n'est pas tellement ce qui est dit que la position, le privilège de pouvoir l'énoncer qui apparaît problématique. Et sur cette question-là, il y a évidemment beaucoup de gens ne peuvent pas, dans le monde du théâtre, ont paru ne pas pouvoir recevoir cet argument-là. Et là, on rencontre toutes les complexités des controverses individuelles. J'entends Ariane Mouchkine, quand Ariane Mouchkine dit « Mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Ce sont des acteurs. Par définition, ils prennent la place. Ils incarnent quelqu'un d'autre. » Et puis en plus, elle est bien placée pour le dire, Ariane Mouchkine, à cause de la troupe même qu'elle a constituée, où il y a une grande variété de gens qui jouent des rôles improbables pour lesquels un casting ordinaire ne les aurait peut-être pas prévus. Et moi, je veux bien que le théâtre continue à adhérer à ça, mais si le problème auquel on est confronté est un problème d'usurpation de place, à ce moment-là, il faut que cette situation énoncée par Ariane Mouchkine, un comédien peut jouer n'importe quoi, soit réversible. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Que vraiment, les Blancs peuvent tout jouer tout le temps. La situation a un peu changé, et notamment à la télé et dans les médias. Il y a une vigilance pour que il y ait plus de rôles. Attendez, il y a une vigilance. Il va y avoir quelques rôles de Black ou de Latino ou des Autochtones très, très peu, où il faut être autochtone pour le jouer, il faut être Black pour le jouer, il faut... Mais c'est pas ça. La vraie parité, la vraie réversibilité, ce serait le jour où les rôles de blanc pourront être joués par n'importe qui, bien qu'ils soient expressément construits comme des rôles blancs. Par exemple, un rôle de WASP, un rôle de White Anglo-Saxon Protestant. Et là, ce qui m'apparaît poser problème, c'est l'absence de cette réversibilité-là, de cette réversibilité-là. Et je pense donc qu'il faut distinguer, essayer d'articuler et traiter différemment ce qui relève de l'appropriation de contenu de ce qui relève de l'appropriation de place. Et ça excède le problème de l'appropriation culturelle, il me semble, dans la mesure où c'est un problème de la représentation tout court dans le monde où on vit. Hein, ou même la représentation politique, la représentation par les experts, la représentation politique. On voit Trump diriger avec les réseaux sociaux et passer par-dessus toutes les instances constitutionnelles et avoir une base qu'il soutient. L'appropriation culturelle me paraît aussi socialement toucher à une crise de la représentation en général dans la société. Puis je m'arrête ici. Merci, Joanne. Stéphane, vous aimeriez réagir? C'est très intéressant. Je suis très sensible à ce que vous avez dit par rapport au fait que le milieu des arts visuels était déjà dans cette discussion depuis une quinzaine d'années et que le milieu théâtral, je crois, québécois ou canadien, ne semblait pas prêt du tout à ce genre de discussion. J'argumenterais par contre que cette question de place que vous avez évoquée, de représentation, elle est très importante. Elle met en lumière deux choses. Elle met en lumière qui est le public et à qui s'adressent ces récits qui sont produits, ces œuvres qui sont produites, et qui sont les personnes qui ont accès aux places qui leur permettraient de construire ces représentations. Évidemment, ça pose les deux questions. Et donc, pour moi, la question de la place n'est pas indissociable de celle du contenu. Parce que, évidemment, si la personne qui énonce n'est pas celle qui peut se réclamer de cette histoire, le contenu produit ne va pas être le même non plus. Et ça a été la réaction d'ailleurs de personnalités du théâtre autochtone qui ont été amenées à voir la pièce Kanata à Paris pour dire que jamais, voilà, une personne autochtone n'aurait pu produire ce récit-là. Ce récit-là est précisément
le récit de quelqu'un qui n'est pas autochtone. Hein? Bon, on pourra recommencer la discussion si vous voulez, mais je voulais faire vaciller cette notion de contenu et de place parce qu'elle me semble vraiment très indissociable. Et ça me permet de revenir à cette idée d'une simplification parce que je crois qu'on ne peut pas, et là nous sommes vraiment du côté de l'appropriation culturelle, parler d'appropriation culturelle sans évoquer cette question d'une emprise et d'une absence. Et là, je reviens au public. Parce que l'absence, cette question de l'absence de personnes qui sont directement connectées à cette histoire ou à cette culture d'origine, l'appropriation culturelle n'est possible qu'en l'absence des principaux concernés. Elle présume que cette absence est là. Et c'est pour cela que, par exemple, vous avez certains contenus culturels qui sont déplacés, qui sont manipulés, qui sont changés, précisément parce qu'on présume qu'il n'y aura pas, voilà, dans le cas du théâtre, une personne noire dans la salle pour dire « mais au fait, non, ça ne représente pas mon expérience ». On présume donc qu'on est en train de produire un objet culturel qui est déjà destiné à un public qui ne connaît pas, qui n'est pas enraciné, qui n'appartient pas à cette culture que l'on s'approprie. Donc, c'est pour cela que profondément, c'est un cannibalisme. Il y a quelque chose de cannibalistique et de parodique dans le geste appropriatif, nécessairement, à cause de cette absence et à cause de cette décontextualisation. Et donc, c'est le théâtre même, alors pour reprendre une métaphore théâtrale, l'appropriation culturelle, c'est le théâtre même des rapports de pouvoir. Il n'y a pas autre chose dans ce geste-là que de dire, et là je fais une fausse citation, j'ai le droit et le pouvoir de te dire à ta place et en ton absence, de dire ce que je veux sur les traits les plus importants de ton identité dont je joue à ma guise, pour en fait dire une seule et même chose, le pouvoir que j'ai sur toi. Le pouvoir que j'ai sur toi et qui me permet de faire de toi ce que je veux. C'est ce qui est dit profondément dans le geste de l'appropriation culturelle, qui ne peut se fonder que sur cette absence essentielle. Et donc, nécessairement, c'est un théâtre de rapport de pouvoir. Il n'y a pas moyen que ça soit autre chose. Mais qui en même temps est complètement nié. On parlait d'Ariane Mnouchkine. Pour elle, il n'y a pas de... Les cultures appartiennent à tous, dit-elle. Oui, mais... Il y a une forme de négation absolue de ce rapport de pouvoir. Mais c'est le propre de l'idéologie, c'est-à-dire d'exercer le pouvoir et en même temps de se masquer. Hein? Et là, la métaphore du masque est intéressante aussi parce que le geste appropriatif a besoin de se nier pour se faire en même temps. Il a besoin d'être en train de dire « Ah non, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire autre chose. En fait, je suis en train de vous donner place, mais sans vous. » Et si vous trouvez à y redire, ce n'est pas légitime. Votre parole n'est pas légitime. Vous êtes nécessairement en dehors de l'art et de la création. Hein? Vous êtes des censeurs. Alors là, la censure, c'est la totale parce que, effectivement, la censure, la vraie, repose sur un rapport de pouvoir. Hein? Il faut être dans une institution qui bâillonne une voie de subversion et de contestation et être dans une position de pouvoir pour exercer la censure. Alors, renverser le sens même de la censure pour dire que ce sont les voix minoritaires ou dominées qui l'exercent et le dire sur toute la tribune, paradoxalement, c'est un geste particulier, quand même. Caroline, J'ai l'impression que le débat se fait à deux niveaux. On a un débat symbolique et un débat politique. Et les Autochtones sont devenus la propriété de la reine, du roi, du gouvernement canadien. On leur a dépossédé de leurs terres, de leur langue, de leur culture, de la liberté d'expression aussi. Donc, tout le débat devient extrêmement politique parce qu'on parle de revendications qui se fait dans tous les secteurs de la société. C'est sûr qu'au niveau culturel, on est plus vocal peut-être sur la scène publique. Donc, c'est là où on entend le plus parler, mais le travail d'émancipation et d'autodétermination se fait vraiment à tous les niveaux. Donc, c'est difficile d'avoir un dialogue quand on n'est quasiment pas au même étage au niveau de la conversation. Et aussi, on est encore aujourd'hui minoritaire dans les prises de décision, dans les discussions. Donc, on a du mal à avoir un vrai dialogue qui soit égalitaire.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement à quel point, et là c'est peut-être l'opposition qu'on avait commencé dans votre présentation du début, à quel point l'appropriation culturelle n'est pas subversive du tout. C'est vraiment le contraire de la subversion, puisque elle remet le dominant à sa place de dominant, elle remet le dominé à sa place de dominé, et donc les rapports de pouvoir ne sont pas questionnés du tout. Donc elle est le contraire même de la subversion, elle est la répétition des rapports de pouvoir. Qui se cache derrière un rapport éthique. Qui est mais toujours, rapport très, éthique, là encore, il faudrait, enfin, dans il faudrait le domaine des arts questionner visuels, ce mot. c'était la défense principale des artistes incriminés, c'était de dire, mais je suis l'allié des minorités culturelles que je représente. Je leur donne un porte-voix, je les aide, donc on me fait un faux procès. D'ailleurs, je les ai même consultés pour faire mon œuvre, etc. Mais bon. Et c'est toujours cette posture éthique qui est troublante. Elle n'est pas vraiment éthique, en fait. Non, là mais aussi, elle prétend l'être. Oui, bien sûr, c'est une prétention, mais il ne faut pas embarquer dans ce discours-là. C'est pour ça qu'il est très intéressant de redéfinir les mots. On n'est pas dans un rapport éthique quand on parle à la place d'eux, c'est impossible. Le parler à la place d'eux implique nécessairement que vous ne reconnaissiez pas à l'autre sa place de sujet. Ce n'est pas un rapport éthique. Sans ceci, s'il est vraiment sujet, il a droit de s'exprimer lui-même sur lui-même. Et même si vous avancez une proposition et qu'il y résiste, c'est sa place de sujet qu'il est en train d'affirmer. Et donc contester cette contestation sous le prétexte de l'éthique est quand même, encore une fois, une curieuse novlangue où les mots veulent dire leur contraire. Mais est-ce que ça ne crée pas aussi une situation paradoxale? La bonne conscience qui fait qu'on pense que tel sujet est important et qu'on s'autorise à représenter toutes les voix, fait en sorte que c'est quand même les auteurs et les intervenants culturels qui, et je suis d'accord, c'est un acte de pouvoir, ça je pense qu'on ne peut pas remettre ça en cause, mais c'est quand même eux qui manifestent un intérêt pour le fait qu'il y a un problème de non-visibilité, il y a une histoire à raconter. Pendant ce temps-là, il y a une grande marge de gens qui continuent à faire comme s'il n'y avait même pas d'autres à incarner, dont on pouvait usurper c'est vrai, la place. Mais il faut résister à cette idée que nous avons le choix qu'entre le pire et le moins pire. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir ça comme deux seuls choix. Il y a aussi l'option que les gens puissent et sont capables et sont compétents de se représenter eux-mêmes. Et vraiment comprendre qu'il manque des voix au chapitre, qu'il manque certains sujets de discussion, ce n'est pas faire à la place, c'est donner place. Mais je pense que ce moment où les gens ont le droit de se représenter eux-mêmes, pour moi, ce sera un moment qui n'est pas encore advenu manifestement à cause des controverses. Mais le moment idéal, ce serait qu'on puisse revenir à une position de Mouchkine où on peut représenter tous, mais que tous puissent représenter absolument, tous. Absolument, mais c'est pour ça que le contexte est important. Sans l'absence de symétrie qui existe dans la situation actuelle. C'est ça. Dans une situation, c'est la dissymétrie qui crée la difficulté. On est d'accord. Oui, on est d'accord là-dessus parce que effectivement, dans une société qui serait réellement postcoloniale et post-raciale, ce qui n'est pas le cas en Occident, loin de là, tout le monde pourrait faire toutes choses. Mais dans la situation où le contexte crée ces inégalités profondes et déstabilise la scène des représentations, on n'est pas dans une situation où le corps n'est pas déjà marqué. Le grand récit social, le grand récit culturel a déjà marqué les corps et il est impossible de faire comme s'il ne l'était pas. Voilà. Oui, et souvent on oublie, on parle souvent d'appropriation et on oublie la notion de responsabilité. La responsabilité de l'artiste, c'est de porter un regard sur le monde, bien sûr, d'amener un dialogue et une réflexion, c'est au cœur de sa démarche. Mais il faut se poser aussi la question, comment bien faire les choses? Et est-ce que si mes bonnes intentions, à mon insu, peut-être reproduisent des pouvoirs coloniaux ou reproduisent des formes d'oppression? Et encore une fois, je dis que la connaissance, elle est difficile à atteindre. C'est douloureux, c'est vulnérable d'apprendre sur l'autre. C'est plus facile encore de le faire et de ne pas prendre responsabilité et de s'excuser. C'est une dynamique que je sais que les peuples autochtones sont fatigués d'être dans cette dynamique de encore
des excuses. On est vraiment dans une volonté où aujourd'hui, moi je pense que c'est possible. On est déjà là-dedans. Aujourd'hui, les Autochtones ont les moyens et les outils pour être présents, pour faire partie de la société. Donc, c'est plus possible aujourd'hui de dire « Ah, désolé, oui, on va vous inclure ». Maintenant, il faut du vrai changement et il faut qu'on voit les institutions et les artistes qui ont plein de bonnes intentions faire le vrai travail pour que l'inclusion soit faite de manière respectueuse, intégrée et qu'elle se fasse au même niveau. Comme artiste, est-ce que la question de l'appropriation culturelle est un souci? Est-ce que tu t'es déjà fait approprier certains motifs, certains thèmes de ton travail? Est-ce que tu... Mais moi, je trouve, c'est quand même une position inconfortable de parler d'appropriation culturelle, même quand on est autochtone, parce qu'elle se fait même à l'intérieur de notre propre communauté. Par exemple, moi, j'utilise des motifs qui me sont passés par ma belle-mère. Est-ce que je m'approprie ces motifs? Est-ce que... et parce que ça fait 4 générations dans ma famille que j'ai été dépossédée au fil des années par la loi sur les Indiens, de ma culture, de mon héritage. Donc, en m'appropriant ces connaissances traditionnelles, est-ce que j'ai le droit? Déjà, je me pose, moi, la question. Alors, imaginez, si même moi, je me pose la question par rapport à ma propre culture et ma propre nation, ce serait important, alors que ceux qui ne font même pas partie de cette nation-là se posent moindrement le... C'est paradoxal que toi, tu te poses la question et que oui, les autres... mais parce que c'est extrêmement important. Il faut aussi penser qu'il y a 50 nations différentes autochtones à travers le Canada. Donc, je ne peux pas, moi, m'approprier la nation Gwich'in ou Haida ou même les Inuits. On ne fait pas du tout partie de la même nation. Ce n'est pas un grand sac, un melting pot de culture. On a vu le débat rebondir la semaine dernière avec le chant de gorge inuit, repris par une chanteuse Cree. Tout le monde a eu l'air de dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Encore l'appropriation culturelle. Les autochtones se déchirent entre eux, mais comme tu le dis, en fait, c'est des nations différentes. C'est complètement avec différent. Leurs propres protocoles, différentes langues, différentes façons même de procéder et de valeurs, etc. Donc, et c'est important aussi il y a un respect, il y a tout un protocole à suivre avec les aînés, avec d'aller voir ceux qui ont les connaissances, de faire un travail. C'est long, c'est vulnérable, c'est douloureux, mais il est important aussi. Donc, il y a un dialogue à faire et c'est tout un processus. C'est pas juste ah ben je vais le faire et puis on verra bien ce qui va se passer. Je sais pas qui aimerait. On a encore un peu, je viens d'avoir une petite pancarte qui me dit on a encore un peu de temps pour discuter entre nous. Ensuite, on ouvrira la parole à la salle. Ce qui est intéressant peut-être pour rebondir sur l'appropriation artistique, c'est que l'appropriation artistique et surtout l'appropriationnisme précisément fait trembler la notion d'auteur. C'est ça, c'est le but même de la Alors démarche. que dans l'appropriation culturelle, au contraire, on essaie de signer à une place sans vouloir la contestation de la place de l'auteur. Donc c'est un mouvement quasiment opposé, contraire. ouais, contraire. Oui, oui. Malgré les noms qui sont similaires. Oui, c'est sûr. Ce ne oui. sont pas du tout des notions similaires. Et dans l'appropriationnisme, il y a une sorte de prise de conscience ou de reconnaissance de la nature parodique ou subversive de la signature, Exactement. qui est complètement niée et masquée dans le cadre de l'appropriation culturelle. Alors, je voulais souligner ce contraste. D'où l'intérêt, c'est pour ça, on n'a pas voulu noyer le poisson, mais je trouve que c'est intéressant d'interroger l'appropriation culturelle à partir de l'appropriation artistique. Parce que ça permet justement de faire ressortir ces contrastes, l'absence de fonction critique, la notion d'auteur qui n'est pas du tout interrogée. Et c'est là, finalement, je pense que le numéro de S sur les appropriations va aborder ces questions aussi. Et aussi qui profite, au final. On va parler de cela, c'est très important. Oui. Oui, effectivement. Qui profite? À qui profite le crime? Je vous relance la question. Alors, c'est très important. Effectivement. Et c'est vrai que dans les années 80, il est intéressant aussi de voir que le débat sur l'appropriation culturelle s'est déplacé un peu. Dans les années 80, lorsque la question est apparue dans les sciences sociales, on parlait beaucoup d'appropriation économique. Et là, on parlait beaucoup des coiffes autochtones, tel designer, Hollywood. Donc la question commerciale était très présente. Là, elle l'est encore depuis quelques années, mais les questions plus éthiques, justement, enfin, encore une fois, même si elles sont galvaudées,
ont pris comme le devant de la scène. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, qu'il y a une transformation de l'appropriation culturelle en l'espace de quelques décennies. Toi, Joanne, qui a travaillé sur ces questions. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir pourquoi est-ce que la sensibilité à ces questions-là, et ça a été loin de créer une situation idéale, mais pourquoi est-ce que le monde des arts visuels a une histoire différente? Les séries culturelles, pourquoi est-ce que les séries culturelles n'ont pas la même histoire en lien avec les questions d'appropriation culturelle? Oui, je n'ai pas de réponse définitive, mais j'ai l'impression que la discussion simplement a commencé depuis plus longtemps. Et puis, je crois que, bien sûr, la discussion dans le milieu théâtral n'est pas au même point dans tous les espaces. Je pense que c'est particulièrement interrogeant ou étonnant dans l'espace québécois. Je ne crois pas que la discussion est au même point aux États-Unis, par exemple. Est-ce que c'est possible que ce soit parce que les arts visuels n'ont pas le même public, c'est-à-dire ne s'adressent pas à un public? Il y a une question de public. Moi, je ouais. Dans un univers un peu plus fermé que oui, le monde du théâtre. Je pense que l'enjeu peut-être est plus important parce que la notion du sujet par rapport à la parole est peut-être encore plus aiguë. Il s'agit directement de la voix. Vraiment. Hein? Vraiment directement de la voix. Et je crois que ce sont des domaines qui encore largement, dans des situations où l'histoire n'est pas encore vraiment interrogée et où vraiment il y a... le déséquilibre est immense au niveau de l'accès de certaines voix aux espaces de représentation. Je crois que l'enjeu de la voix est particulièrement important. Oui. Écoutez, il est déjà 13h. Peut-être que si Sylvette est d'accord, et Maude aussi, on va ouvrir... Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Donc je crois que c'est Maude qui a un micro qui va voilà, le faire circuler. Si vous avez des questions à poser... à nos panélistes. Je vous demanderai juste de vous présenter en un mot, s'il vous plaît. Oui, moi c'est Juliana, je ne suis pas là. On vous entend pas. Bon, oui, vous m'entendez? Donc, moi, le danger que je vois avec ça, c'est que les gens se taisent finalement par peur de ne pas être le meilleur représentant d'un certain sujet. D'un contenu, etc. Donc, à quel moment, selon vous, on peut se considérer suffisamment représentant de quelque chose pour finalement se dire « Ah, j'ai le droit de parler de ça ». Donc, si on avait, parce que c'est toujours un peu touché, donc, quels sont les critères pour se dire « J'ai suffisamment cette identité-là pour représenter un tel thème ou un tel contenu ». Question complexe. Bon, dans le monde autochtone, on a beaucoup parlé avec la polémique Jimmy Durham, justement, sur les fraudes identitaires qui renvoient à autre chose. Stéphane, je ne sais pas si vous voulez aborder cette question. Je pense qu'il ne faut pas éviter l'inconfort de cette question pour commencer. Hein? Et il faut aussi finir par se dire que peut-être il faut se taire des fois. C'est-à-dire que nécessairement, s'il doit y avoir une plus grande variété des voix au chapitre, il faudra que des voix qui ont toujours eu le monopole de la parole cèdent la place. Et parfois, être dans une pratique artistique, c'est aussi travailler soit en collaboration, soit trouver différents artistes avec lesquels on peut collaborer et aussi partager, par exemple, un espace d'exposition. Entrer dans une conversation où on n'est pas le seul sujet parlant, ça va être une étape indispensable, concrètement. Je sais que ma réponse est un peu directe, mais je pense que nécessairement, ça veut dire ça. C'est comme à une époque, quand on s'interrogeait sur la place des femmes en génie, nécessairement, ça voulait dire que moins d'hommes auraient... Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a une question de mathématiques. Nécessairement, ça va vouloir dire qu'il y ait moins de personnes du groupe minoritaire à pouvoir s'exprimer sur tous les sujets. Mais ce qu'il y a derrière la question qui est plus intéressant, c'est aussi de questionner à la fois les sujets, mais aussi la posture de celui qui parle. Ça veut dire qu'il faudra aussi que des artistes s'interrogent sur cette notion de la place du neutre. Hein? Aussi, présumer qu'on puisse s'exprimer sur tous les sujets, c'est présumer que notre place est parfaitement neutre, qu'elle n'est pas située dans l'histoire, qu'elle n'est pas racisée, mais d'une autre manière, et qu'elle n'appartient pas à ces rapports-là. Donc, questionner tous ces
toutes ces prénotions, toutes ces préconceptions, et puis voir aussi qu'il faudra nécessairement que le paysage change. Hein? Et faire le deuil de l'idée de pouvoir occuper toutes les places. Oui, ça c'est inévitable. Mais encore là, Oui. il m'apparaît qu'il faut que ce moment-là soit une étape de transition où une actrice autochtone pourra occuper toutes les places. Bien Et sûr. je comprends que dans un Bien sûr. premier temps... Oui. Elle peut déjà. Oui, oui. Elle le- Non, mais je veux dire, dans les... Oui, je ne parlais pas de compétences, je parlais de possibilités, Oui. d'occasions, Oui. d'opportunités. Et ça, on voit bien que... on n'a pas On n'en encore est pas là. l'occasion Mais non, pas du tout. de voir des gens qui ne sont pas typiques pour faire la petite boulotte normande blonde. Théoriquement, ça devrait pouvoir être joué par n'importe qui. Mais il y a aussi que dans un moment où on n'a pas eu l'occasion d'incarner soi-même les récits dont on est porteur, ce sont d'abord ces récits qu'on a envie d'aller porter sur le devant de la scène. Mais je pense qu'un monde où chacun ne fait que se représenter lui-même est un monde où l'imaginaire s'appauvrit. Bien Il ne faut sûr. pas que ça dure. Il faut que ce soit Bien vraiment sûr. une étape de transition. Oui, mais ça, c'est vers- le danger de ce qu'on appelle la tokenisation. C'est finalement que les gens ne soient engagés ou approchés que pour se représenter eux-mêmes, effectivement. Mais c'est pour cela que c'est important que la notion même de l'universel soit questionnée. Pourquoi est-ce que l'universel, c'est toujours la même personne? Ouais. Et le tokenisme est très fort en ce moment dans le monde des arts visuels, je le vois, où on invite toujours Et c'est deux la mort artistes des artistes, bien sûr. autochtones, toujours les mêmes, etc. Donc c'est un vrai défi également. Moi, j'ai déjà été sur des jurys où ils présentaient des expositions. Il y avait le nom des commissaires invités blancs et ils disaient commissaire autochtone à déterminer. Mais je veux dire, donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, on va trouver un autochtone pour remplir un creux, Remplir la mais ça ne veut case pas vide. dire qu'on a envie de travailler avec une personne en particulier qui a des compétences et des connaissances et qui va amener quelque chose sur la Tout à table. fait. C'est un vrai défi. J'avais une autre question, Jean-Philippe. Oui, merci beaucoup. Je trouve que le débat est très intéressant. Puis moi, je vais partir avec la matière à penser beaucoup. Je suis professeure, comme vous le voyez. Je suis blanche. Et puis, je n'y connais pas grand-chose là-dedans. Mais il y a un nouveau concept que vous avez lancé. Puis j'aimerais bien, si vous pouviez me donner une définition. Vous avez parlé d'égalité culturelle. Pour moi, ça, c'est un pur fantasme. Je suis consciente quand même que ça arrive parce que s'il y en a qui peuvent nous faire rêver, tout le monde, quelle que soit la couleur, l'origine, la place, ce sont les artistes. Et moi, je pense qu'il y a une tension entre l'individu artiste et l'artiste collectif. Et cette tension-là, c'est de la matière à réflexion. C'est avec ça, là, dans vos débats, là, c'est avec ça que je pars. Parce que cet été, moi, je suis allée à une pièce de théâtre dans le cadre du Festival de théâtre international. Et puis, c'était une pièce qui s'appelait Antigone de Sophocle. Et puis, c'était une troupe de théâtre belge. C'est comme ça qu'on la présentait. Et je suis arrivée comme ça, innocemment, comme public. On n'était pas nombreux, les Blancs, on était 3. Tous les membres du groupe théâtral étaient tous noirs, d'origine multiple. Je pense qu'il y avait des Belges carabéens, des Belges africains. Et puis, le fameux Antigone, il y avait une petite coloration de la position des Noirs africains qui transparaissait chez Antigone. Et puis, la nouvelle génération, ils étaient tous jeunes. Mais en bas de 30 ans, tout le monde, là, vraiment. Et c'était très intéressant. Actuellement, je lis l'auteur américain Nguyen, Le Militant. Et là-dedans, il y a 3-4 pages sur comment Hollywood se fout littéralement des gens qui représentent culturellement. Ça, c'est plus la position qui est discutée aujourd'hui. C'est donc, je pense qu'on a une grande réflexion que tous les artistes de tous les niveaux, littéraires ou visuels, ils ont à nous apprendre là-dedans. Et je regretterais que ça devienne juste une position entre dominant et dominé. Ce serait le pire en art, je pense. Oui. Alors, la définition, égalité culturelle. Allez-y, Stéphane.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par égalité culturelle. Comme un horizon d'attente idéal, c'est ça, oui. Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire interchangeabilité. Et ça ne veut pas dire uniformisation. En fait, l'égalité suppose que nous soyons différents. Oui. Et que cette différence-là ne nous place pas dans des postures dont nous ne puissions pas bouger. Oui. Sur l'égalité, on pense toujours à cette belle phrase d'Orwell dans La ferme des animaux. Hein. Nous sommes tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Effectivement. Oui. Il faut que les choses puissent bouger, mais qu'elles bougent vraiment. Et puis comprendre aussi que l'art ne se situe pas en dehors de la société complètement. L'art espère produire d'autres réponses, mais n'échappe pas aux rapports qui existent dans la société. Voilà, et ne pas le nier, en prendre conscience, n'est pas quelque chose qui appauvrit l'art. C'est quelque chose qui enrichit les possibilités même de la création. Merci. Benoît, tu avais une question? Oui, merci. J'ai une question concernant la critique d'art. Je suis allé dans cette piste-là cet été à cause du commentaire de Marie-Lou Craft dans un de ses textes qui disait que finalement, Betty Modifassi, j'ai utilisé son expression, tombait en bas de sa chaise parce qu'on critiquait son travail pour la première fois. Je paraphrase un peu, mais c'était son idée. Alors, je m'interroge un peu sur la manière dont on réfléchit dans le débat sur la critique d'art. C'est un peu une proposition, ma question. Je me dis que, bon, effectivement, là, on ne parle pas nécessairement d'une critique d'art dans le sens traditionnel, comme vous l'avez souligné. Il n'est pas nécessairement directement question de contenu ou de questions esthétiques précisément. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans une critique influencée des cultural studies, dans le sens où on parle des questions de représentation, on parle de questions de rapport de pouvoir. Donc, à mon avis, vraiment une sorte de déplacement qui s'effectue. Alors, ma question, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de réapprendre dans le champ médiatique, mais aussi dans nos champs d'études et nos champs d'intérêt, à critiquer l'art? Est-ce qu'on n'est pas finalement, au niveau méta, en train de réapprendre à avoir un discours critique et redéfinir ce qu'on entend par la critique? La critique artistique, donc ça. Oui. C'est une large question. Large question. Joanne, tu évoquais ton passé de critique d'art. Est-ce que tous ces débats t'invitent à reprendre du service? Non. J'imagine. Mais si ça nourrit pas en moi la critique d'art, c'est des débats dont j'ai le sentiment qu'ils m'activent comme citoyenne. Ouais. Hein, et j'ai parlé de mes 3 chapeaux. Je dirais que quand j'arrive à l'appropriation culturelle, là où je me sens interpellée, c'est comme citoyenne, comme et par rapport à une crise générale de la représentation et non pas simplement de la représentation artistique. Mais ça veut juste dire que je suis vieille. Et que peut-être que mon moment d'investissement dans la critique esthétique est un moment où... Parce que je pense que c'est un moment où on règle des choses par rapport... C'est un moment extrêmement fécond, mais qui, pour moi, a eu une période, et ces débats-là ne m'y font pas revenir, bien que je crois aux vertus des controverses. Stéphane, vous vouliez ajouter quelque chose sur la critique d'art? Oui, parce que moi, j'ai l'impression au contraire que ça ouvre les possibilités. Et que peut-être ça nous amène à élargir l'horizon de nos compétences. Je crois qu'il est tout à fait possible de produire une critique qui reste dans le domaine artistique de ces questions-là. Précisément dans le cas de Betty Modifassi, la proposition qu'elle avançait était une proposition ancrée dans l'histoire. Donc il était tout à fait légitime de la questionner par rapport à cet horizon-là, qui était dans sa proposition artistique. Ce n'est pas en dehors, en fait. Vous voyez ce que j'amène par rapport à votre argument? Ce n'est pas en dehors d'une critique artistique de ce qu'elle a produit que de questionner les postulats de sa création. Vous voyez? Oui, donc ce serait... Et c'est de là que moi, j'essaie de construire quelque chose. Donc, si on allait dans le sance d'une redéfinition, ce serait donc de désamorcer cette opposition-là entre art et culture, finalement. Ben, il n'y en a pas, en fait. C'est ça. Il n'y a pas d'opposition. Il ne peut pas y en avoir. Mm-hmm. Merci. C'est impossible.
En fait, j'ai l'impression que ce que je veux apporter comme sujet, c'est l'aspect de l'accessibilité. D'aller plus loin que la discussion, puis on comprend, etc. Mais là, puis on se responsabilise. Puis après, c'est comment est-ce que Société québécoise, on crée plus d'accessibilité, en fait, pour qu'il y ait plus d'artistes c'est ça, à tous les paliers, à tous les niveaux, là, qu'on puisse sentir que... C'est ça. En fait, moi, je suis moi-même, en fait, une artiste d'origine, justement, égyptienne, arménienne, libanaise. Puis, tu sais, je vois, là, tu sais, c'est... ouais, c'est ça. Il y a énormément d'éducation, en fait, à faire. Puis, comment est-ce qu'on peut trouver des moyens d'accessibilité? Pour moi, c'est quelque chose qui est important, là. La question de laisser sa place. Le milieu de l'art doit s'ouvrir, prendre conscience de ces questions, au-delà du tokenisme, pour permettre une meilleure intégration des artistes de la diversité ou des artistes autochtones. Mais le dialogue est encore nouveau, donc c'est normal qu'il soit encore assez maladroit. Et l'inclusion de ces idées-là, elle est par le fait même aussi très maladroite. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve une façon de trouver comment se parler déjà, de comment dire les choses et de bien marcher. On est un peu bancal. Et mais de se on faire est des aussi... amis. Parce que on dit tout le temps que les milieux sont fermés, que ce sont des milieux entre amis. Et c'est d'une certaine façon vrai. Donc, il faut se faire de nouveaux amis. Il faut accepter que nos amis aient une opinion. Je ne sais pas si on termine sur ce mot positif, se faire des amis, et le caractère positif des polémiques, peut-être. Si tu veux, Jean-Philippe, on peut encore prendre une dernière question. Deux, on a le temps. Une ou deux. Oui, bonjour, mon nom est Valentin et merci pour ce dialogue. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Ouais. Le micro. Bonjour, oui. Mon nom est Valentin et merci pour ce dialogue. Juste dans le concret, disons, si tu es un auteur, dans l'exercice de créativité, comment un auteur ferait, disons, une scène qui aurait plusieurs personnages venant de différentes cultures? Parce que, Stéphane, vous avez soulevé beaucoup l'importance de la voix, de laisser la place et d'approprier la position de notre personne ou de notre perspective. Mais un auteur est quasiment un dieu dans son univers. Donc, comment, dans cet exercice-ci, vous entreprendrez ce scénario-là? Parce que... Oui. C'est une question très, très large. Hein? Donc, c'est difficile de répondre à tous les niveaux à cette question-là. Je pense qu'il faut oser poser la question de la qualité et de la valeur. C'est-à-dire qu'un auteur qui serait très sérieux, hein, pour représenter des univers très éloignés du sien, il ferait effectivement, juste pour des questions de valeur de son œuvre, il ferait un certain nombre de recherches et de questionnements pour ne pas précisément produire une parodie de ce qu'il essaie de représenter. Et donc déjà, ce serait un auteur qui serait lui-même en recherche et en questionnement et qui précisément rejetterait cette posture de l'auteur Dieu, qui n'est pas celle de tous les écrivains. Merci. Une dernière question? Oui, oui, est-ce que quelqu'un avait une dernière question? Que l'écrivain n'est pas Dieu, moi, on peut finir là-dessus. C'est aussi une belle fin. Sylvette, tu voulais... Moi, j'aimerais... Quelle sera la suite de ces débats-là? Parce que là, on a tendance à sentir un refermement sur soi, une peur de prendre la parole, une forme d'autocensure peut-être chez les artistes. J'ai entendu quelqu'un dire que c'était maintenant, et j'aime bien l'idée, c'est la fin du confort, et je crois que tu en as parlé un petit peu aussi. Maintenant, c'est la fin du confort, c'est le temps en tant qu'artiste ou chercheur de faire son travail et de s'intéresser à l'autre, mais elle sera, comment on l'espère, comment on la voit pour éviter cet enfermement sur soi qui semble se passer actuellement? Ben, à l'ère d'Internet, c'est impossible maintenant d'être ignorant. Il faut qu'il y ait de la recherche pour tout. Il faut arrêter de prendre pour acquis l'autre ou les choses.
Et le respect part du fait de ne pas prendre pour acquis. Donc, de faire de la recherche et de s'informer et de dire peut-être on n'a pas toutes les réponses, mais au moins de poser des questions et d'être le plus transparent possible dans les démarches, les intentions. Moi, je réduirais ça en disant il faut faire de la recherche. Pas nécessairement sur Internet, parce qu'on peut devenir ignorant sur Internet. Absolument. Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, j'ai envie d'avoir une réaction plus qu'une réponse à la question. On était en confort en art? Oh, quelle horreur! L'art confortable, c'est l'art bourgeois. J'espère qu'on n'était pas trop confortable quand même. Mais si on l'était, il est temps de cesser de faire ça. Ouais. Une question, la question des publics a été posée, mais une des questions qu'on n'a pas posées, c'est la question, j'ai presque envie de dire la question marxiste des fonds, hein, de qui produit. Et on a beaucoup accusé les minorités d'avoir censuré le page, alors qu'en réalité, la vraie censure, elle a été économique quand les producteurs se sont retirés parce qu'ils ne voulaient pas aller plus loin. Et qu'ils ont décidé que oui, il y a eu aussi cette censure-là, mais techniquement parlant, il y aurait pu y avoir la pièce avec, je parle de Slav, par exemple, il y aurait pu y avoir la pièce avec des manifestations à franchir tous les soirs. Les producteurs ont jugé que les gens n'iraient pas, qu'il ne fallait pas s'associer, qu'il y avait quelque chose. Et c'est les gens, à l'origine de la contestation, qui ont porté l'odieux de la censure. Et là, déjà, il y a une confusion en deux instances. Oui, mais bon, je pense que c'était les faire rechercher. Donc... ils ont réussi. Oui, c'est ça. C'est pas une mauvaise chose. Oui. Mais moi, je pensais plutôt que vous alliez dire que la censure se fait en amont quand différents groupes culturels n'ont pas accès aux mêmes moyens économiques. Ouais. Alors là, oui, je suis d'accord. Oui, aussi. C'est là que la censure se fait. Ça, c'est... Oui. Ouais. Écoutez, je pense qu'on peut terminer sur Marx et appropriation, expropriation. Ça ouvre le débat pour d'autres choses. Je vous invite à consulter le prochain numéro de ES, donc, qui va sortir en septembre sur cette question. Merci à vous trois.